Bonsoir. Savez-vous ce que sont des sables bitumineux? Alors je vais essayer de vous expliquer ce qu'est cette matière première en vous donnant aujourd'hui des nouvelles du Canada. Le pays a une économie très dynamique qui attire de plus en plus de migrants et cette situation a de très nombreuses conséquences. Voilà, le Canada est là, il est situé au nord du continent américain. C'est l'un des plus grands pays du monde, 10 millions de kilomètres carrés pour seulement 32 millions d'habitants. C'est un État fédéral composé de 10 provinces et 3 territoires dont l'économie est extrêmement dynamique. Le PIB par habitant est de presque 34 000 $ américains en 2005, c'est l'un des plus élevés au monde. Le taux de chômage est de 6,5% en avril 2006, un des niveaux les plus bas du pays en 30 ans. L'indice de développement humain est l'un des plus élevés au monde, en 5e position en 2005. Le pays dégage un excédent budgétaire, ce qui aide à la réduction de la dette du pays. Alors plusieurs facteurs expliquent un tel dynamisme, mais aujourd'hui je voudrais me pencher sur le facteur pétrolier. Après l'Arabie Saoudite, la Russie, les États-Unis, l'Iran, le Mexique et la Chine, le Canada est le 7e producteur de pétrole au monde, avec un peu plus de 3 millions de barils par jour en 2005. Or, cette production est appelée à augmenter dans les prochaines années, car il y a un potentiel énorme en Arctique et surtout dans la province de l'Alberta, avec l'exploitation de sables bitumineux. Alors, rapprochons-nous. Cette province de l'Alberta, elle s'étend sur 650 000 km², c'est plus que la France, pour une population de 3 200 000 habitants. Elle est frontalière de la Colombie-Britannique, du territoire du Nord-Ouest, du Saskatchewan et des États-Unis. 3 sites permettent actuellement l'extraction des sables bitumineux. À Peace River, dans le Nord-Ouest, à Cold Lake, dans l'Athabasca, autour de Fort McMurray, à 400 km d'Edmonton, la capitale de l'Alberta, où se trouve le plus grand gisement de sable bitumineux au monde. Regardons de plus près le site de l'Athabasca. Les sables sont exploités par la Canadian Oil Sands Limited, le Imperial Oil, le Petro-Canada. On trouve aussi la compagnie Suncor ou encore Total, Shell Canada. Pour vous donner une idée, les sables de l'Alberta produisaient en 1995 400 000 barils par jour et en 2005 plus d'1 million, soit désormais un tiers de toute la production canadienne. Et la production de pétrole issue de ces sables devrait tripler d'ici 2015. Les sables bitumineux ne sont pas une source de pétrole ordinaire. Chaque grain de sable est entouré d'une couche d'eau contenant des petites particules d'argile enveloppées de bitume. Le bitume est une forme de pétrole brut très lourd. Son extraction est coûteuse, elle est complexe, car les sables ne contiennent que 11% de pétrole. Le pétrole n'est pas pompé, mais il est extrait dans des mines, le plus souvent à ciel ouvert. D'abord, il faut dégager la forêt, puis les sols de tourbe. On creuse ensuite environ sur 50 mètres de profondeur pour enfin accéder au sable. Après transformation des roches sablonneuses, on obtient un liquide visqueux qui, une fois raffiné, produit du gazole et du kérosène. Alors l'exploitation de ces sables d'abord a des conséquences désastreuses sur l'environnement. Elle conduit à la réduction de la forêt boréale, donc à la destruction de tourbières, qui sont d'immenses réservoirs de CO2 et qui se voient alors libérés dans l'atmosphère. Et pourtant, cette libération n'est pas comptabilisée dans les calculs des émissions des gaz à effet de serre. Ensuite, les eaux utilisées pour l'extraction sont rejetées soit dans les rivières, soit dans les trous immenses des gisements qui ne sont plus exploitables. Et puis les conséquences de ce boom pétrolier ne concernent pas que l'environnement. D'abord, si on prend en compte le potentiel qu'offrent ces sables, le Canada se retrouve avec les 2e réserves prouvées de pétrole au monde derrière l'Arabie Saoudite. Ces sables viennent largement compenser les vieux gisements de pétrole conventionnels dont la production tend à décliner. Depuis 2004, le Canada est devenu le premier fournisseur de pétrole des États-Unis, devant le Mexique, l'Arabie Saoudite et le Venezuela. Alors évidemment, cela tombe à point pour Washington, qui depuis le 11 septembre cherche à diversifier les approvisionnements américains.
On note aussi que la société chinoise PetroChina a engagé des discussions avec l'Albertine Enbridge pour la construction d'un oléoduc permettant d'acheminer du pétrole vers la côte du Pacifique. Troisièmement, il y a le facteur prix. Avec un baril au-delà de $30, sans même parler des $70 en 2006, l'exploitation de sable bitumineux devient rentable. On le sait, plusieurs facteurs expliquent la montée des prix de l'énergie depuis 2003-2004, l'augmentation de la demande asiatique, l'ouragan Katrina, les attentats au Nigeria, les incertitudes sur l'Iran et sur l'Irak. Mais cette augmentation a alimenté les bénéfices du secteur pétrolier et a entraîné une hausse de l'investissement dans le pays. À l'échelle nationale, l'augmentation des exportations de pétrole contribue à la bonne santé économique du Canada. Le dollar canadien est à son plus haut niveau depuis 14 ans. Le pays, en 2005, a dégagé un excédent budgétaire pour la 9e année consécutive et peu de pays peuvent en dire autant. C'est d'ailleurs le seul pays du G7 qui est dans ce cas-là. En plus, ce boom économique crée du travail, donc de la demande de main-d'œuvre. Et pour un pays peu peuplé comme le Canada, la main-d'œuvre, il faut aller la chercher ailleurs. D'où le recours à l'immigration qualifiée, que d'autres appellent choisie. En 2005, le Canada a accueilli 260 000 immigrants, principalement en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. Ce phénomène n'a rien de nouveau. Le Canada est le pays du multiculturalisme, où l'immigration est depuis longtemps une tradition vue comme une source d'enrichissement, d'ailleurs dans tous les sens du terme. En 2005, un citoyen canadien sur 5 est né à l'étranger, et avec le boom économique des sables bitumineux, plus de 200 000 emplois devraient être créés d'ici à 2008, avant tout pour l'exploitation des sables de l'Alberta. Justement, si maintenant on reste à l'échelle de la province, les chiffres nous montrent que la montée du baril en 2004 et 2005 a surtout été profitable à l'économie de l'Alberta. Son PIB a progressé de 4,5% en 2005 et c'est de loin la hausse la plus élevée parmi toutes les provinces du pays. Ce qui induit une dernière conséquence, la question de la péréquation. La péréquation est un programme fédéral très important au Canada qui vise à réduire les inégalités fiscales entre les provinces. En 2005-2006, 8 des 10 provinces canadiennes, Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Québec, Saskatchewan et Colombie-Britannique, reçoivent de l'argent de la part du gouvernement central au titre de la péréquation pour un montant total de près de 11 milliards de dollars canadiens, et les seules exceptions sont l'Alberta et l'Ontario. Le but, c'est de faire en sorte que toutes les provinces canadiennes puissent offrir des services publics à peu près comparables à leur population, peu importe la richesse de la province et le niveau d'impôt qu'elle exige de ses contribuables. Alors que retenir de cet exposé? Premier problème, les conséquences sur l'environnement. L'extraction du pétrole en Alberta est très consommatrice en énergie. Il faut dépenser 1 tonne de pétrole pour parvenir à en extraire 2. Le pays s'est engagé dans le cadre de Kyoto à réduire de 6% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2012 par rapport au niveau de 1990. Or, elles ont déjà augmenté de 25% depuis cette date. Deuxième enjeu, le séparatisme. L'Alberta offrant déjà le taux d'imposition le plus bas au Canada, un tel dynamisme pourrait le conduire à une plus grande autonomie. Il y a en effet un risque que cette province se retire du programme de péréquation si celui-ci inclut dans son calcul le secteur des hydrocarbures. L'Alberta invoque pour cela un argument juridique, à savoir la souveraineté des provinces sur leurs ressources naturelles. Donc, les conséquences de cette croissance économique par les sables, ce pourrait être là aussi la fragilisation des institutions fédérales canadiennes. Alors sur ce pays passionnant, vous pouvez lire Canada-Québec 1534-2000 de Lacourcière, Provencher et Vaugeois aux éditions Septentrion. Plus largement sur le continent des Amériques, vous pouvez lire l'Atlas des peuples d'Amérique qui vient de sortir de Jean Sellier aux éditions de la Découverte. Et puis aussi le Nouveau monde géopolitique des Amériques de Pascal Gauchon et Yves Gervaise au PUF. Et puis sur les problèmes internationaux plus larges,
Yves Lacoste, le géographe français, vient de sortir un nouveau livre de géopolitique qui s'appelle La longue histoire d'aujourd'hui et qui est édité chez Larousse.